Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. Aux Escoumins, un projet de mégaparc d'énergie solaire pouvant alimenter en électricité l'équivalent de 900 résidences. À Baie-Saint-Paul, quelques 12 millions de dollars pour compenser la perte du projet d'Espace Bleu. À Vaudreuil-Dorion, comme dans la plupart des régions du Québec, on s'inquiète des conséquences du plan annuel d'immigration 2026 proposé par le ministère de l'Immigration. À Plessisville, un panel de discussion afin de mieux accueillir les gens qui viennent d'ailleurs. À Pont-Rouge, on inaugure une nouvelle section de l'école Personnage, agrandie au coût de 12,6 millions de dollars. À Rimouski, l'équipe de l'Université du Québec remporte la deuxième édition des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec. À Gaspé, le Musée de la Gaspésie présente une exposition sur Pierre Fortin, un véritable héros oublié. Et pour commencer cette émission, on se rend à Hopetown, où, à l'occasion du triste 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, une marche est organisée entre Carleton et Hopetown afin de ramasser des dons pour les Ukrainiens qui s'occupent bénévolement des très nombreux chiens et animaux domestiques abandonnés. Un reportage de Simon Thériault de Télévague. Je suis en compagnie de Olena Koenig. Ça va bien, Olena? Oui, merci, ça va très bien aujourd'hui. Oui. Tu t'apprêtes à faire un beau défi. Oui, c'est à partir de demain notre première étape. Ça va être de Hopetown à Bonaventure. Donc, tu vas marcher d'Hopetown à Bonaventure, mais le défi comme tel, c'est de marcher de Hopetown jusqu'à Carleton, je crois. Exact. C'est ça? Puis, c'est pour une très bonne cause. Tout le monde a entendu parler de la guerre en Ukraine. Puis, mais toi, c'est ton défi, c'est comme une cause dans une cause. Je te laisse nous en dire plus. Oui, effectivement, on s'approche le 24 février. Ça va être un triste anniversaire de 4 ans de la guerre en Ukraine. Et ça, je veux souligner aussi avec la marche que je veux faire. Mais avant tout, cette marche est aussi pour ramasser les fonds pour les animaux qui souffrent en Ukraine autant que les humains. Qu'est-ce qui arrive en Ukraine? C'est que beaucoup d'Ukrainiens qui quittent leur pays, leur ville et leur village détruits ou occupés par les Russes. Et malheureusement, pas tout le monde, mais souvent, ils laissent leurs animaux pour mourir. Ils ne l'amènent pas avec eux et ça, je peux comprendre en quelque sorte. Quand les gens se sauvent, ils pensent avant tout à leurs enfants, à leur famille, puis les animaux, malheureusement, ils laissent abandonnés. Donc, en Ukraine, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent très, très fort pour aller dans ces places dangereuses. Ils risquent leur vie pour aller et récupérer ces animaux abandonnés, pour prendre soin d'eux. Et évidemment, ces bénévoles, ils travaillent gratuitement et ils ont leur travail, mais à côté, ils font le bénévolat. Ils ont besoin toujours d'argent pour nourrir ces animaux, pour les soigner, pour payer les frais vétérinaires et pour trouver les familles d'accueil. Et c'est pour ça que j'aimerais ramasser d'argent pour envoyer en Ukraine pour ces gens-là qui travaillent là-bas au risque de leur vie. Est-ce que c'est des organismes, est-ce qu'ils sont organisés ou c'est des gens comme ça, bénévoles, qui ont décidé d'aller chercher les animaux abandonnés? Oui, il y en a les deux. Il y en a les organismes qui s'occupent et effectivement, dernièrement, dans ma ville natale, il y avait les hébergements pour les chiens et les chats abandonnés qui étaient frappés par les missiles russes et il était détruit au complet. Il y a les animaux qui sont morts sur le coup et d'autres étaient ramassés et maintenant il faut encore trouver une autre place pour les placer. Ça, c'est les organismes qui font ça, mais aussi il y a les bénévoles personnels qui gardent les animaux chez eux. Et il y en a les gens que je connais personnellement qui ont 20, 30 chats et chiens dans leur appartement, une chambre. Donc, il vit avec, il prend soin d'eux,
puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner la deuxième chance à ces bêtes-là. OK, donc tu connais des gens qui s'occupent d'animaux, qui ramassent des animaux dans des endroits spéciaux. Oui, c'est pour ça que je travaille toujours directement avec les gens que je connais, que je fais confiance. C'est pour ça que je n'utilise pas les plateformes non plus. Je préfère d'avoir les dons directs parce que les plateformes, elles retiennent toujours les sous. Et aussi, c'est pourquoi je travaille toujours avec les gens sur place que je connais et je sais que chaque dollar va aller pour les animaux. OK, d'accord. Puis toi, pour donner plus de poids à ton défi, à la cause, tu as un thème. Tu vas le faire avec ton beau chien Kozak. Tu te sens prête d'y aller avec lui? Oui, effectivement, je me suis dit c'est une cause pour les animaux et mon chien va m'accompagner. C'est un chien qui a été adopté il y a 10 ans. Il était abandonné, donc on les a adoptés il y avait 1 an. Et ça va être un défi pour lui aussi parce que 30 km marcher par jour, 3 jours, donc il faut qu'il soit bien nourri et j'espère qu'on va avoir la place pour le chauffer un peu, si je peux entrer dans les cafés ou dans les petits commerces juste pour le chauffer, ouais, ça va être super. Mais je pense qu'il va être capable. Faire attention à ses petites pattes. Puis là, on va parler de ton itinéraire. Donc, tu vas le jour 1, tu vas partir de chez vous à Hope-Town, tu vas te rendre jusqu'à Bonaventure. Tu parles de logis, d'endroits pour te chauffer. Est-ce que tu as des endroits que des gens vont t'héberger ou comment tu vas faire tes nuits? Oui, j'ai eu beaucoup de propositions, les gens qui m'ont offert rester chez eux. Mais j'ai choisi de me loger dans une motel parce que le chien va être fatigué, il faut qu'il se repose, moi aussi. Donc, je me suis dit, ça va être plus avantageux pour nous de rester tout seul puis se reposer pour la prochaine étape. Parce que la prochaine étape, ça va être le 13 février de Bonaventure à New Richmond. Par contre, à New Richmond, peut-être je vais dormir chez mes amis ukrainiens qui habitent là-bas. Et la dernière étape, ça va être le New Richmond à Carleton pour le 14 février, Saint-Valentin. Bon, pour la Saint-Valentin. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont t'attendre à Carleton? Ça, je ne sais pas, mais j'ai écrit que vous pouvez nous accompagner, faire les petits bouts, même si c'est juste 1 kilomètre. Ça va nous faire plaisir. Et si les gens veulent nous attendre à la fin de notre parcours, je vais mettre toujours les petites vidéos pour que les gens puissent savoir où je suis, pour qu'ils puissent nous voir. C'est une très bonne idée. Comme ça, quand les gens vont pouvoir te voir sur le bord du chemin avec Kodak, ils peuvent faire un petit bout de chemin avec toi. Oui, effectivement, ça va être super. Un gros merci pour m'avoir accordé ton temps. J'invite les gens à te donner là, pour la cause. Donc, puis aussi, quand tu vas être à ton arrivée, envoie-nous une photo avec tes belles couleurs, le drapeau, tout. Puis ça va me faire plaisir de le publier aussi. Merci beaucoup, Léna. Merci à vous, puis c'est sûr, je vais vous envoyer les photos. Joanie Gaudreault de la Télévision du Littoral nous présente le projet de l'entreprise Inergex, un mégaparc solaire aux Escoumins qui pourrait générer annuellement de 15 à 20 mégawatts d'énergie, ce qui représente l'équivalent de consommation de quelques 900 résidences annuellement. En pleine course pour répondre à l'appel d'offres de 300 MW d'Hydro-Québec en énergie solaire, Inergex a présenté le 10 février aux Escoumins un projet de parc de 15 MW qui pourrait voir le jour entre les Bergeronnes et les Escoumins. Pour l'entreprise québécoise, la Haute-Côte-Nord offre des conditions favorables à cette technologie encore peu développée dans la province. L'objectif de la rencontre était d'informer les citoyens sur la technologie solaire et de recueillir leurs commentaires, comme en témoigne Henri Kinsman, gestionnaire de développement chez Inergex. Alors ce soir, ce sont les portes ouvertes pour le projet que nous appelons les Bergeronnes, à cause du poste à côté duquel nous sommes. C'est un titre qui va changer, un titre de projet. D'ailleurs, on invite les participants à nous donner des idées. Donc c'est des portes ouvertes pour présenter un projet solaire dans le cadre justement de l'appel d'offres d'Hydro-Québec. L'objectif, c'est de créer un parc solaire branché sur le réseau de distribution d'une grandeur à peu près de 15 à 20 mégawatts. Voilà, on pourra rentrer dans les détails par la suite, mais l'objectif, c'est vraiment d'informer la population sur ce que l'on est en train de faire et en train de développer. Notre objectif, alors déjà pour
l'acceptabilité sociale, mais surtout pour avoir le retour de la population par rapport au solaire, les informer, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau au Québec. Il n'y a que 2 parcs solaires actuellement à grande échelle, entre guillemets, au Québec, qui sont exploités par Hydro-Québec. Et là, c'est le premier appel d'offres sur cette technologie, donc c'est tout nouveau au Québec. Notre objectif premier, c'est vraiment d'informer les gens sur qu'est-ce que c'est le solaire, comment ça fonctionne et les possibilités qu'il y a au Québec, parce que il y a vraiment un gros potentiel au Québec. On sait qu'on est en manque d'énergie et je pense que c'est une des technologies qui va permettre justement de combler ces besoins. Le parc envisagé serait d'une puissance de 15 MW en courant alternatif branché sur le réseau de distribution triphasé d'Hydro-Québec. La capacité retenue correspond à l'espace disponible confirmé par la demande d'orientation technique déposée auprès de la Société d'État. Le site projeté couvrirait environ 50 acres et serait situé à plus de 4 km des noyaux villageois, à proximité d'un poste d'Hydro-Québec. L'impact visuel sera minime et la technologie ne génère pas de bruit significatif. En termes de production, le parc pourrait alimenter l'équivalent d'environ 900 résidences québécoises moyennes, soit des foyers de 2,5 personnes. Si la Côte-Nord est surtout associée au développement éolien, Inergex estime que la région présente également un potentiel intéressant pour le solaire. Puisque l'irradiation du soleil ici est très bon, est très bonne. On a des parcs solaires en Ontario qui sont sur des latitudes similaires et on se rend compte que ça ne dérange pas particulièrement. Si vous comparez à la France également, où nous sommes impliqués et où nous avons des parcs solaires, eh bien, l'irradiation est très bonne et similaire. La neige n'est pas un problème particulier. Donc pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a un vrai potentiel. Hydro-Québec a mis en place un appel d'offres pour ça. Donc c'est qu'eux également souhaitent voir cette technologie débarquer. Donc on est là pour répondre en tant qu'acteur québécois à cet appel d'offres. Entreprise québécoise, Inergex exploite déjà des parcs solaires en Ontario et aux États-Unis, en plus de ses projets éoliens et hydroélectriques. Elle n'a pas hésité à répondre à l'appel d'offres d'Hydro-Québec. On est une société québécoise, donc pour nous, c'est tout à fait normal de répondre à ça. Hydro-Québec décide qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Nous, c'est une technologie que nous maîtrisons, que ce soit dans les provinces voisines. Donc c'était tout à fait normal d'intervenir sur le territoire sur lequel Inergex est né. La date limite pour déposer la soumission est fixée au 31 mars 2026. D'ici là, l'entreprise poursuit les travaux d'ingénierie et les discussions avec les acteurs du milieu. Aujourd'hui, on est en discussion avec les MRC, avec les municipalités, avec ECPID, justement, parce que notre objectif, c'est d'impliquer au maximum localement, c'est-à-dire la MRC. Donc on est en discussion avec elle actuellement pour un futur partenariat. On est en discussion avec ECPID également pour un futur partenariat. Donc on a des réunions toutes les semaines avec eux, et puis les municipalités parce qu'on a besoin de leur appui et surtout notre objectif c'est de les impliquer parce que c'est sur leur territoire, donc les Bergeronnes et les Escoumins, que va être ce projet-là. Donc voilà où on en est actuellement. Également il y a toute la phase d'ingénierie puisqu'en ce moment il nous reste à peu près 1 mois et demi, presque 2 mois, mais bon, le 31 mars est une date qui arrive vite, il faudra déposer beaucoup de documents, donc on travaille sur l'ingénierie puis également avec les futurs partenaires pour que la soumission soit à temps rendu. La MRC et la communauté autochtone pourraient être rémunérées sous forme de dividendes si elles deviennent partenaires du projet. Du côté des municipalités, l'entreprise prévoit le versement de redevances. La phase de construction, si le projet est retenu, s'échelonnerait sur près de 2 ans. Inergex prévoit faire appel à des entrepreneurs locaux et estime que 2 emplois permanents seraient créés pour l'exploitation et l'entretien du site, en plus d'emplois saisonniers. Hydro-Québec exige une mise en service au plus tard le 1er décembre 2029. Les municipalités des Escoumins et des Bergeronnes ont officiellement donné leur appui au projet de parc d'énergie solaire qu'Inergex souhaite développer entre leurs territoires. Présent lors des portes ouvertes tenues le 10 février, le maire des Escoumins, André Desrosiers, s'est montré prudemment optimiste face à cette initiative qu'il qualifie encore d'embryonnaire, mais porteuse pour la région. C'est encore embryonnaire, c'est sûr que ça va être déposé au mois de mars, mais c'est sûr que si le projet voit le jour, là, ça peut avoir des retombées économiques. C'est quelque chose de positif là, pour les Escoumins, pour les Bergeronnes, mais aussi pour toute la région. La tenue de porte ouverte par Inergex est perçue positivement par l'administration municipale. M. Desrosiers souligne par ailleurs que le solaire n'est pas le seul créneau énergétique susceptible de se développer sur le territoire.
Selon lui, plusieurs MRC ailleurs au Québec sont partenaires de projets énergétiques et en retirent des revenus significatifs. Nous, si on peut avoir de ce type de projet-là, que ce soit l'éolien ou le solaire, bien, ça va être un plus. Ça va permettre, nous autres, de dégager un peu de marge de manœuvre pour faire d'autres projets, là. Le maire assure que la municipalité demeure ouverte à d'autres initiatives similaires. Joanie Gaudreault, aux Escoumins. Vous vous souviendrez peut-être que le gouvernement caquiste avait pour projet d'implanter au Québec une dizaine d'espaces bleus, un concept de musée qui fut abandonné pour cause d'explosion des coûts. Félix Chouinard de TVCO nous rapporte qu'à Baie-Saint-Paul, les travaux de construction de l'espace bleu étaient suffisamment avancés pour que la Ville obtienne un dédommagement de quelques 12 millions de dollars. On écoute son reportage. Le ministère de la Culture et des Communications a officialisé le 10 février dernier l'attribution d'environ 12 millions de dollars pour la culture à Baie-Saint-Paul, une manière de compenser pour l'abandon du projet d'espace bleu. De cette somme, 2 projets verront le jour, la restauration du domaine Simon pour 6,8 millions de dollars et la construction d'une agora extérieure pour 2,2 millions de dollars. Le restant des fonds sera versé à la Ville dans le cadre de divers dédommagements. On va essayer aussi d'avoir une vision commune, de dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce site. Et c'est pas juste la maison René Richard, c'est le domaine Simon, puisque le site est quand même assez vaste. Il y a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des bâtiments secondaires également qui figurent sur le site à l'extérieur. Donc ça, avec l'enveloppe qui est annoncée aujourd'hui, ça va donner de très belles possibilités pour le futur. Et le projet d'Agora, ça, je crois aussi que ça va de soi avec Animation Baie-Saint-Paul, avec différentes choses. Et présentement, le site d'Animation Baie-Saint-Paul est sur une propriété qui n'appartient pas à la ville de Baie-Saint-Paul, ça appartient à la fabrique de Baie-Saint-Paul. Donc, on l'utilise 2 soirées par semaine durant la saison estivale à raison du vendredi et du samedi soir. Est-ce qu'on pourra bonifier le nombre de soirées dans le futur? Possiblement. Donc, c'est un des sites, évidemment, ici, qui est à l'étude, mais on est à étudier au nombre de 3 des sites potentiels pour accueillir l'Agora. On parle environ de 12 millions de dollars qu'on annonce aujourd'hui pour la communauté de Baie-Saint-Paul, pour la culture ici. Moi, je veux vraiment qu'avec toutes ces annonces-là, puis c'est déjà le cas, quand on pense à Baie-Saint-Paul, on pense à la culture, on pense à la rue avec les artistes, on pense au musée, on pense aux festifs, et c'est ça que je veux renforcer. Baie-Saint-Paul, c'est la destination touristique de Charlevoix. Alors, j'espère vraiment qu'avec ces projets-là, ça va encore plus renforcer cette destination-là. Le tout rapidement. Et encore une fois, on remercie quand même aussi le gouvernement du Québec pour la conclusion. Le maire de Baie-Saint-Paul, M. Michael Pilote, s'est dit satisfait d'enfin obtenir un retour sur le défunt projet d'espace bleu. Ça fait longtemps qu'on travaillait sur ce dossier-là. Bien heureux de voir une conclusion aujourd'hui, une annonce. Je crois aussi, si on ressortait tout mon carnet d'appels, le nombre d'appels que j'ai passé au cabinet du ministère de la Culture dans les dernières années, je crois qu'on pourrait être grandement surpris. Je pense que oui, le projet des espaces bleus, c'était quand même un moyen pour faire quand même fortifier la culture ici, encore une fois, de la bonifier. Mais un moyen, il y en a plusieurs, il y a plusieurs moyens. Donc, on n'y va plus avec les espaces bleus, mais je crois qu'on y va avec d'autres projets qui vont continuer de faire rayonner la ville de Baie-Saint-Paul. C'est un défi qu'on veut... Si aucun échéancier n'est fixé pour le moment, M. Pilote estime que le plus gros du travail est accompli en ayant sécurisé l'attribution des sommes par le ministère. Tout ce qui touche le domaine Simon, on est déjà en discussion. Le comité va être relancé au courant des prochaines semaines et des prochains mois. Et le projet d'Agora, déjà les gestionnaires du service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul travaillent sur le projet. Donc, on va essayer de lancer le tout le plus rapidement possible. Est-ce que les pelles vont commencer dans les prochaines semaines? Évidemment que non, mais on travaille quand même là, activement. Et ce qui est important, c'était de s'assurer, de s'entendre avec le ministère de la Culture et des Communications. Là, c'est fait. On a des annonces qui permettent de disponibiliser des sommes budgétaires. Et là, comme les sommes sont maintenant réservées, on pourra commencer activement le travail dans les prochaines semaines. Ces sommes, même si elles ne couvrent pas l'entièreté de ce que devait amener le projet d'espace bleu en termes d'investissement, sont tout de même accueillies à bras ouverts par l'administration municipale.
Oui, c'était 20 millions au départ, c'était dans un lieu. Maintenant, on est dans plus qu'un lieu. Je pense que, comme je l'ai mentionné d'emblée tantôt, les espaces bleus, c'était un moyen pour faire bonifier la culture québécoise ici à Baie-Saint-Paul, la culture charlevoisienne, la culture de notre municipalité, de notre région. Et là, on y va avec d'autres moyens. Donc, nous, on est bien satisfaits du dénouement de ce dossier. Félix Sabourin-Gonzalez de CSUR.TV a rencontré un propriétaire de résidence pour personnes âgées à Vaudreuil-Dorion qui est très inquiet des conséquences du plan annuel d'immigration 2026 proposé par le ministère de l'Immigration. Dévoilé en novembre dernier, le plan d'immigration 26-29 du gouvernement du Québec, qui propose une diminution du seuil d'immigration, inquiète plusieurs chefs d'entreprise dans la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur la télé a rencontré Jean-François Blanchard, propriétaire des CHSLD Manor Harwood et Soulanges, afin de discuter des impacts sur ces entreprises. Pouvez-vous me parler de c'est quoi la réalité de votre main-d'œuvre en ce moment? Bien, la réalité de la main-d'œuvre en ce moment, ça va bien. Parce que tous les postes sont comblés. Donc nous avons 355 employés pour les deux établissements. Mais par contre, on a un gros nuage noir qui est un enjeu qui a été un peu produit par la question des gouvernements qui veulent réduire l'immigration, de contrôler l'immigration et surtout les permis qui sont les permis temporaires, fermés ou ouverts. Ici, ça a un impact qui va concerner 13% de notre main-d'œuvre, donc tout près de 40-45 employés qui sont à risque de quitter. Jean-François Blanchard explique ne pas être contre un meilleur contrôle de l'immigration, mais souligne toutefois qu'elle demeure essentielle au bon fonctionnement économique du Québec. Il prévient d'ailleurs qu'un resserrement trop important pourrait avoir des conséquences économiques sur la région de Vaudreuil-Soulanges si trop de travailleurs temporaires venaient à quitter. Notre plus gros chantier dans Vaudreuil-Soulanges, c'est l'hôpital. Un investissement de plus de 2,5 milliards. On fait quoi si un centre d'hébergement de 150 lits? Et moi, je voudrais bien en développer un autre 150. J'ai refusé d'une des raisons d'en acheter un autre qui avait différentes choses. Pourquoi? J'ai peur à la main-d'œuvre. J'ai rien contre ça qu'on contrôle l'immigration. Mais il reste qu'un fait, c'est qu'on a besoin de cette immigration-là pour offrir des services à nos citoyens. La problématique peut être aussi n'a pas nécessairement été évaluée à l'inverse, c'est-à-dire que l'impact économique de cette immigration-là. C'est pas une question humanitaire, c'est une question économique actuellement qu'on a un gros enjeu. Fait qu'on demande au gouvernement simplement de ceux qui sont ici, les respecter. Pourquoi qu'on leur met un paquet de critères pour qu'ils puissent, qu'ils ont de la difficulté à les rencontrer? Parce qu'ils sont en mission, ils sont ici, ils sont bien organisés, ils se développent. Donnons leur temps la chance de développer. Mais en plus de ça, ils nous donnent d'excellents coups de main. C'est sûr que moi, chez moi, là, je ne laisserai pas sortir les 45 employés. On va tout faire. Ils sont avisés. On va tout faire pour les garder. Légalement, on est prêt à aller jusque-là. Quel support vous pouvez offrir à vos employés qui sont à risque de quitter comme ça? Bien, on les rassure parce que là, ça crée une insécurité. Tu dis un pays qui est invité ou une province qui est invitée à venir travailler ici et il te dit maintenant, tu réponds plus aux critères, tu vas retourner chez vous. Ben, on peut-tu les laisser avoir une résidence permanente ou les laisser, s'ils veulent demeurer dans les statuts, mais les conserver ici pour nous aider et devenir de bons Canadiens, de bons Québécois. Là. Comment bien accueillir les gens qui viennent d'ailleurs était le thème d'un panel de discussion organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs le 4 février dernier à Plessisville et auquel a assisté Jacob Kenville de la télévision de l'Érable. C'est parfois un peu désagréable, un peu douloureux de réveiller ces démons-là. Mais bon, je vais essayer autant que je peux de vous
de vous briefer un peu. Le 4 février dernier, à Plessisville, un panel de discussion s'est tenu afin de mieux comprendre la réalité des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires dans la région de l'Érable. Présents dans plusieurs secteurs d'activité, ces travailleurs font aujourd'hui partie intégrante du paysage économique régional, tout en soulevant différentes questions d'ordre social, économique ou encore administratif. Organisé par Solidarité Nord-Sud Bois-Franc, en collaboration avec Impact Emploi, l'événement visait à informer, expliquer et favoriser les échanges autour de diverses perspectives liées au travail temporaire. Au fil de la soirée, les participants ont abordé les défis, des cadres existants, les mécanismes d'accompagnement dans un contexte où ces réalités demeurent parfois peu connues du grand public. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, c'est un organisme de coopération internationale en place à Victoriaville pour tout le centre du Québec depuis 55 ans. C'était présenté dans le cadre de la Semaine du développement international. Nous, on est membre de la COSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. J'ai offert une bande dessinée pour adultes qui s'appelle « Debout pour un monde juste ». C'est le thème également de nos journées. Nous, tout au long de l'année, on fait de l'ECM, de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Moi, mon travail à Solidarité Nord-Sud, c'est vraiment de dire aux gens d'ici, soyez accueillants. Dans notre communauté, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs et qui ont besoin qu'on les accueille. La finale de notre causerie ce soir, qui a duré un bon 2 heures, sans arrêt, même un peu plus, l'information. Si vous voulez engager les travailleurs migrants, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, allez chercher la bonne information, de bonnes sources. Mais vous voyez, ce soir, on a démystifié une chose importante. Les travailleurs spécialisés qui ont accès à venir travailler chez nous, comme travailleurs étrangers temporaires avec un permis fermé pour peut-être espérer dans 2, 3, 4 ans devenir un résident, eh bien, ils prennent un poste spécialisé qu'aucun Québécois ne peut faire. Ces gens-là ont des familles, les enfants sont à l'école, ils ont acheté des maisons, des voitures, ils sont implantés chez nous, ils ont appris le français. À mon avis, il faudrait trouver une meilleure façon de les accueillir dans le vrai sens du mot. Vous savez, dorénavant, il n'y a pas rien de plus important que d'accueillir les gens qui viennent d'ailleurs, accueillir de la bonne façon avec la structure requise et de travailler toutes et tous ensemble à combattre les changements climatiques. Chez Impact Emploi de l'Érable, on a quand même une mission vaste. Là, ce soir, j'étais là surtout au niveau de tout notre service aux nouveaux arrivants, mais on a aussi des services en employabilité pour les personnes résidant dans la MRC de l'Érable et pas seulement des services d'accueil et d'accompagnement à l'installation. Et justement, le mot de la fin que j'ai dit, c'est à propos de l'espoir. Bien, c'est important de donner de l'espoir aux gens puis de contribuer à cet espoir-là. On les subit plus qu'autre chose. On essaie de naviguer à travers ça puis de soutenir le plus possible les individus à travers ça. On se fait une mission de donner l'information juste ou de référer le plus possible aux personnes clés pour soutenir la personne. Mais c'est sûr que les resserrements en immigration depuis ces derniers mois, années, ça a un impact notable au niveau local, puis on le vit aux premières loges à tous les jours. Chaque personne a des processus ou des démarches différentes en lien avec son intention d'immigrer au Québec, au Canada. Donc, vraiment, on essaie d'individualiser nos services le plus possible, puis vraiment de s'assurer que la personne a une compréhension réaliste de ce qui se passe, réaliste des enjeux locaux, provinciaux, fédéraux, pour qu'on l'accompagne le mieux possible finalement. L'important, c'est de la qualité de l'information. À partir de là, on peut se faire un plan de match, on peut se faire une idée plus précise. Donc, on lâche pas pour... je parle surtout au nom des individus, parce que c'est pas facile non plus du côté des employeurs locaux. Donc, gardez espoir. Au cours de ce panel, différentes intervenantes ont apporté un éclairage plus technique sur la réalité vécue par les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. Lucie Disquin, du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, et Sonia Gagnon, consultante réglementée en immigration, ont notamment expliqué les différences entre les permis de travail ouverts et fermés, ainsi que leur impact concret sur le quotidien des personnes concernées. Mais au-delà des cadres administratifs et des règles en vigueur, ces enjeux prennent tout leur sens à travers les expériences vécues sur le terrain. C'est le cas de ce travailleur étranger qui a accepté de partager son histoire. Maintenant, non. Maintenant, tout va bien. Maintenant, tout va bien. Maintenant, tout va bien, mais avant, c'était pas pareil. Quand j'arrive au Québec,
Mon employeur est en hyper difficulté parce que je crois qu'en ce moment, les États-Unis venaient de faire les élections du président de la République. Alors l'entreprise a pris un coup. Quand je n'ai même pas commencé de travailler parce que dès que j'arrive, même ceux qui m'ont précédé, on les a mis en chômage. Ça fait que moi, quand je suis arrivé, je n'ai même pas commencé le travail. Il fallait trouver une maison, il fallait payer la maison, il fallait manger, il fallait se vêtir. Étant en permis fermé, je n'avais pas le droit de travailler pour un autre employeur que celui qui m'a fait venir. Je ne pouvais pas venir avec la famille parce que je ne savais déjà pas les conditions, je ne savais pas. Et maintenant, même si je devais venir avec ma famille, les frais pour ma famille, je crois que c'est moi qui devrais en principe endosser cela. J'essayais tant bien que je pouvais de joindre les deux bouts. La partie qui m'a le plus fait mal, c'est quand j'essayais sur Internet de trouver les jobs, je trouvais du travail. J'allais faire les entretiens. Les entretiens se passaient très bien. Mais le fameux permis fermé. Dès que tu finis avec celui qui te fait l'entretien, parce qu'il va certainement te demander ton spécimen de chèque, toute la paperasse et autres, dès que tu lui dis permis fermé, il dit « je ne peux pas ». Il y a un organisme ici qui s'appelle Impact Emploi, viens poser ton problème et possiblement tu peux avoir une voie de sortie. Ils ont contacté une consultante qui a tout expliqué et nous a dit « ok, vous avez le OK, si vous trouvez un employeur, on lance la procédure pour vous faire soit avoir un permis ouvert, bon, pas le permis ouvert, il faut que vous trouviez un autre employeur qui va vous racheter votre permis. » C'est la course au permis fermé. Ça commence à aller bien quand déjà l'accueil vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Toute l'équipe d'Impact Emploi, c'est formidable. Vous savez, quand quelqu'un parfois en difficulté, le simple fait de l'écouter, le simple fait d'être avec la personne, ça apaise beaucoup de choses. Donc je tombe sur mon nouvel employeur qui, par la force du hasard, avait besoin de quelqu'un qui avait ses compétences. Il me fait faire le test, il me fait l'entretien avec la formidable Joanne. Elle me dit, si tu réussis, on t'achète ton permis. J'ai dit, ok, on verra. J'ai imaginé toute la souffrance, j'ai dit non. Là, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas de plan B, hein? Non, il n'y a pas de plan B là. C'est pour ça que je me suis donné. J'ai réussi le test. Ce panel aura donc permis de mieux comprendre les différentes réalités vécues par les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires dans la région de l'Érable. À travers les témoignages et les interventions des organismes présents, la soirée a mis en lumière les défis, les ressources disponibles et les enjeux entourant le travail temporaire. Une discussion qui se veut avant tout informative et qui invite à poursuivre les échanges au sein de la communauté. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC. Papa Moussa Camara de CJSR était à l'inauguration de la nouvelle section de l'école Personnage à Pont-Rouge, agrandie au coût de 12,6 millions de dollars. Ce projet est le fruit de plusieurs années de travail et de persévérance. L'école du Personnage de Pont-Rouge a officiellement inauguré mardi son agrandissement, une réalisation majeure pour la communauté éducative de la région.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. Les travaux ont permis l'ajout de 6 nouvelles classes, d'un carrefour d'apprentissage, d'une salle de psychomotricité, d'un local de musique, ainsi que de nouveaux espaces administratifs. Ces réalisations modernes, lumineuses et sécuritaires visent à soutenir la réussite, le bien-être et la curiosité des élèves. Nous sommes fiers de leur offrir des environnements modernes, lumineux, sécuritaires et stimulants, où ils peuvent apprendre, explorer et développer tout leur potentiel. Cette école primaire accueille maintenant plus de 1000 élèves répartis sur 2 pavillons. L'agrandissement répond à la croissance de la clientèle scolaire et aux besoins actuels du milieu de l'enseignement. Le chantier, réalisé sur plusieurs années, a été rendu possible grâce à un financement majeur du ministère de l'Éducation du Québec et la contribution du Centre de services scolaires de Portneuf. Et on l'a vu en visitant les classes, quelle est la richesse essentielle d'une école? Bien, ce sont ses élèves et ses enseignants. Donc, pour moi, c'est toujours un privilège et un bonheur d'être capable de venir inaugurer une école. Oui, le ministère de l'Éducation participe avec des sommes d'argent, mais au-delà de ces sommes d'argent-là, c'est ce qu'on réussit à créer comme espace, comme atmosphère, comme sentiment d'appartenance. Au-delà de la ministre de l'Éducation, la cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du député de Portneuf. Je me souviens d'avoir annoncé la subvention en 2020. On n'avait pas de masque, mais on s'était éloignés les uns les autres parce que c'était pas possible de faire autrement. Puis à cette époque-là, on se disait, ce sera réglé rapidement. Eh bien non. Nous voici en 2026. Il a fallu surmonter bien des enjeux, faire preuve de beaucoup de rigueur. On a eu, Sonia, on a dû procéder à 3 appels d'offres. Du maire de Pont-Rouge. Une école, c'est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un espace où se construisent des rêves, des amitiés et des valeurs qui façonnent notre communauté. Chaque fois que nous investissons dans l'éducation, nous investissons dans ce qui nous unit et dans ce qui nous rend fiers de vivre à Pont-Rouge. Ainsi que des représentants du Centre de services scolaires. Alors, bien, écoutez, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis j'ai envie de souligner, moi, tout le beau travail d'équipe, puis la collaboration autour de des projets comme celui-ci. Les travaux ont été menés tout en maintenant les activités scolaires. Un défi logistique important qui a exigé des réaménagements temporaires et une grande capacité d'adaptation de la part du personnel, des élèves et des parents. Travailler dans une école active n'est jamais simple, mais vous l'avez fait en tout respect. Merci. Des prestations musicales offertes par les élèves ont ponctué l'événement. Avec cet arrondissement, l'école du Perce-Neige se dote d'infrastructures adaptées aux réalités scolaires d'aujourd'hui et de demain, consolidant son rôle de milieu de vie, d'apprentissage et de rassemblement au cœur de Pont-Rouge. Papa Moussa Camara, depuis Pont-Rouge, pour CJSR. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie s'entretient avec Audrey-Anne Roy, étudiante à l'Université du Québec à Rimouski et porte-parole de l'équipe championne des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec. Bien, aujourd'hui, on vous annonce une bonne nouvelle pour les gens de l'Est du Québec à partir de Rimouski, même Rivière-du-Loup, la Gaspésie, les îles de la Madeleine et tout ça. On reçoit Audrey-Anne Roy, qui est une des responsables de l'Association des étudiants en sciences infirmières de l'Université du Québec à Rimouski, qui a une grosse nouvelle à nous annoncer, mais on va parler aussi de l'association puis de l'université. Comment ça se passe? Alors, bonjour Audrey, ça va bien? Bonjour Marie-Claire, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines,
ton association a participé à une grosse compétition québécoise à McGill, à l'Université McGill à Montréal. Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, les Jeux des infirmières du Québec ont repris l'an passé et on a participé pour la première fois. Donc, c'était une première fois pour nous et on venait seulement aussi de se créer une association. Donc, ça a été une grosse année. On avait terminé 4e quand même lors de cette compétition-là. On était 8 universités à ce moment-là, ouais. De partout au Québec, là, que ce soit Montréal, Chicoutimi, etc. Là. OK. Puis là, c'est les infirmières, vraiment celles qui sont en sciences infirmières, qui participent à ces compétitions-là. Oui, exactement. Puis là, cette année, grosse surprise, c'est ce qu'on disait d'entrée de jeu. Bien, vous avez gagné cette année la première position. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette belle fin de semaine-là. C'était vraiment une fin de semaine spéciale. Sur le coup, on y croyait vraiment pas, étant donné que c'est quand même une compétition avec 12 universités cette année. Là. Wow. C'était vraiment quelque chose de gros. Donc, quand on a appris qu'on avait gagné, c'était un moment magique. Là. C'est inexplicable. Là, ouais. Ah, c'est le fun. Puis dans le fond, vous autres, qu'est-ce que vous avez fait comme compétition à travers ces journées-là? Donc, c'est autant académique, donc il y a des quiz, des questions au niveau de la santé, aussi des cultures générales un petit peu, et des activités physiques. Donc, il y a un sport qu'on ne sait pas c'est quoi. Ils nous l'annoncent la journée même. Donc, nous, on a joué au Omnikin, qui est une espèce de gros ballon de volleyball. Et il y avait une danse aussi. Donc, il a fallu se préparer à faire une chorégraphie en moins d'environ 2 semaines avec les costumes et tout. Donc, il y avait comme un thème. Cette année, le thème, c'était Disney. Donc, chaque université avait un thème. Nous, on avait Moana, le film Moana. Donc, ouais, c'est sur ça qu'on a fait notre danse. Là, fait que là, vous avez dansé, préparé une chorégraphie, vous avez fait un sport d'équipe, j'imagine. Oui. Puis vous avez répondu à des quiz. Puis là, je regardais aussi sur le site, j'ai vu ça, il y avait des points qui étaient donnés pour chacune des épreuves. Puis vous étiez excellente. Dans quelle épreuve ça a été le plus facile? On s'est quand même démarqué pour notre progression. On a toujours eu des bons scores un peu partout, tandis que les autres équipes, ce qui arrivait, c'est qu'ils étaient super bons dans une épreuve et moins bons dans une autre. Donc nous, on a fait un peu des points partout. Fait que c'est ça qui nous a permis de pouvoir gagner à la fin. Là. Ah, ben c'est le fun, parce que tu t'attends pas à ça, dans le fond, parce que si tu vois que toi, tu as 5 points, puis les autres en ont 8, les autres en ont eu 3. Mais si tu as toujours 5 ou 6 points, tu n'es pas toujours dans ceux qui excellent, mais tu es dans ceux qui finissent. C'est comme la tortue puis le lièvre. Oui, exactement. Toujours dans les points et pouvoir remporter cette compétition-là. Puis à la fin, là, vous ne le saviez pas du tout qui remportait. Là. Non, il y a eu une vraie remise des points officiels sous la forme d'un gala. Donc, tout le monde était habillé super chic et tout. Et ils ont remis, dans le fond, le prix coup de cœur et les 3 premières positions. Donc, nous, on ne s'attendait vraiment pas à gagner la première place. Là, ouais. Mais il y avait des garçons aussi avec vous autres? Oui, on avait 2 garçons dans notre équipe. Ouais. Puis vous étiez combien qui se sont rendus là-bas pour faire l'activité? Donc, de notre université de Rimouski, autant que ça soit des premières années et des deuxièmes années, on était 18 en tout, 18 participants. Là. Oh wow! Ouais. Est-ce que chacun des participants participait aussi à toutes les activités qu'il y avait dans la journée ou vous étiez séparés, les quiz, par exemple? Ça dépendait vraiment des activités. Il y a des activités qu'on participait vraiment tout le monde ensemble. Il y a d'autres activités qu'il fallait faire vraiment des choix stratégiques pour savoir qui allait effectuer l'activité. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à propos de l'université puis à propos du cours? Parce que toi, tu termines bientôt. Oui, bien moi, je suis en 2e année de sciences infirmières. Ce que j'aurais à dire sur l'université de Rimouski, c'est vraiment une université de petite taille, mais on fait quand même les choses en grand à Rimouski. Oui. Ouais, fait qu'on représente bien autant le Bas-Saint-Laurent qui est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, tout ça. Là, fait que c'est vraiment super plaisant d'étudier à Rimouski. Là. Ça paraît, on voit ton engouement. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Merci ma belle Audrey. Le musée de la Gaspésie à Gaspé présente une exposition sur Pierre Fortin, un héros oublié qui fut commandant du bateau La Canadienne, chargé de faire appliquer la loi sur le Golfe et le fleuve Saint-Laurent, mais aussi député et sénateur à la fin des années 1880. Un reportage d'Igor Nérisson pour Télé-Gaspé. Le Canada et le Québec comptent de nombreux héros trop souvent oubliés. Des personnages plus grands que nature qui ont su marquer notre histoire par leurs actions plus que par leurs paroles. Pierre Fortin fait partie de ceux-là. Chacune des étapes de sa vie mériterait un film.
D'ici là, il est possible de découvrir ce remarquable oublié dans le cadre d'une exposition présentée au Musée de la Gaspésie. Qui est Pierre Fortin? Une excellente question. En fait, Pierre Fortin, il est d'abord, pour le lien avec la Gaspésie, c'est le commandant de la Canadienne, un bateau armé qui faisait la loi, ou plutôt qui venait appliquer les différentes lois sur les territoires de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Et à la suite de ce passage-là sur le golfe et le fleuve Saint-Laurent, il va devenir le premier député de Gaspé, autant du côté provincial que du côté fédéral, de 1867 jusqu'à 1888. Et d'ailleurs, en 1887, il va être désigné sénateur. Il va malheureusement décéder en fonction. Pierre Fortin a étudié pour être médecin. Donc, il va exercer la profession. Il va même aller à Gros-Île pour venir soigner les Irlandais là, qui venaient pour faire la quarantaine. Et ensuite de ça, il va être repéré puis il va faire partie d'une genre d'escouade pour venir mettre un terme aux différents... à la suite là, en 1849, à la suite de l'incendie du Parlement de Montréal, qui était alors la capitale du Bas-Canada, il y a eu des émeutes et il y a eu une formation d'une petite équipe pour mettre un terme à tous les déboires qui entouraient ça. Et il va faire partie de ce détachement-là pour calmer le jeu. Il va se faire remarquer parce que Pierre Fortin, c'est quelqu'un qui, à l'époque, il mesure quand même 6 pieds 2 ou 6 pieds 4. C'est quelqu'un d'imposant. Puis, en raison notamment de cette participation-là, ben, on le repère pour devenir celui qui va défendre et appliquer la loi dans le golfe du Saint-Laurent puis pour les communautés côtières. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans les régions du Québec maritime, c'est ce que nous, on a affectueusement nommé dans l'exposition le Far East, pour faire un petit jeu de mots avec le Far West. C'est dans les postes de pêche en Gaspésie, sur la Côte-Nord et aux îles de la Madeleine. Ça joue du coude. Les pêcheurs étrangers, qui sont pratiquement au même nombre que les habitants de toutes les communautés, viennent à chaque été, pillent les sites de pêche, envahissent les maisons. Donc, ça brasse dans nos régions à cette époque-là. Bien qu'il ne soit pas natif de la Gaspésie, Pierre Fortin a développé un amour profond pour la région. Et celle-ci le lui a bien rendu. Avoir un amour certain pour la région puis pour ses habitants, mais les gens de la place vont aussi l'adopter parce que, comme je disais, c'est tellement le branle-bas de combat à cette époque-là. Lui, il arrive puis il est comme une présence rassurante. Juste sa personne, apparemment, selon les écrits de l'époque, suffisent à calmer le jeu, à imposer la paix. Il dégage une confiance en lui, puis justement, c'est quelqu'un qui vient vraiment apaiser le jeu. Fait que je pense que les gens l'ont associé à cet état de calme ou de sécurité, de justice qui va devenir ou qui va plutôt s'imposer dans les régions du Québec maritime, qui vont voir en lui quelqu'un qui pourrait défendre leurs intérêts, non plus seulement concrètement sur le terrain, mais amener ces intérêts-là dans les hauts lieux de pouvoir que sont l'Assemblée législative à l'époque de Québec, puis la Chambre des communes à Ottawa. Défenseur, visionnaire, scientifique, l'exposition proposée au Musée de la Gaspésie innove à bien des égards, en faisant découvrir le personnage à travers ses qualités, plus que par son histoire. L'exposition doit se voir un peu comme dans un ensemble. D'abord, l'approche scénographique, étant donné qu'on trouve que Pierre Fortin, de par ses accomplissements, des intérêts qu'il a défendus, des multiples terrains sur lesquels il a joué à l'époque, pour nous, il y avait des allures de super-héros de bande dessinée. Donc, c'est quelque chose qui s'est imposé assez rapidement quand on réfléchissait au concept de l'exposition. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on trouve de grandes murales avec des très grandes et très belles illustrations qui ont été réalisées par Laurent Pinabel pour justement pouvoir... C'est comme si on rentrait dans une BD et on a voulu vraiment mettre de l'avant ce côté immersif-là. Au-delà des illustrations puis de faire comme si on se promenait à l'intérieur d'une bande dessinée, il y a plusieurs éléments interactifs qui permettent aux visiteurs d'interagir avec l'exposition, puis ça a des liens aussi avec les thématiques qui sont abordées dans l'exposition.
Ça a été un choix aussi dans la conception de l'exposition de ne pas faire un parcours en ordre chronologique. On a décidé de mettre de l'avant 3 grands traits de personnalité de Pierre Fortin. Le défenseur acharné, donc à l'intérieur de cette zone-là, on évoque des histoires dans lesquelles Pierre Fortin il a assuré la sécurité des populations côtières sur le territoire, autant en mer que sur terre. L'autre zone, c'est le visionnaire déterminé, donc bien que il y ait eu un mandat d'appliquer la loi et la justice à titre de commandant et de défendre les intérêts des communautés côtières comme député, il y avait vraiment une vision de développement économique et du développement du territoire en général. Pour les régions du Québec maritime, construction du chemin de fer, on pourrait faire des parallèles encore avec aujourd'hui. L'accessibilité de la région en général, c'est quelque chose qu'il chérissait beaucoup. Et la dernière zone, c'est le scientifique écologiste qui est, selon moi, une des zones les plus intéressantes parce que bien qu'il ait vécu ou qu'il a vécu sa carrière professionnelle dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait vraiment un discours très avant-gardiste quant à la protection des ressources et de l'environnement. Il est d'ailleurs remarquable de constater à quel point Pierre Fortin a marqué son époque et comment sa vision résonne encore aujourd'hui. Quelque chose qui nous a fascinés d'emblée avec la vie de Pierre Fortin, c'est à quel point les causes qu'il a défendues trouvent un écho avec l'actualité. Donc, la zone de conclusion vient comme reprendre l'ensemble de l'exposition, mais faire un lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on invite les gens à se mettre à la place de Pierre Fortin, s'il était là ou si on était Pierre Fortin aujourd'hui, en 2026, quelle cause que nous, on aimerait défendre. Donc, par portrait, soit le défenseur acharné, donc on se rappelle, c'est plus pour la sécurité ou assurer la sécurité des gens. Visionnaire déterminé, plus dans le développement économique ou d'accessibilité, et scientifique écologiste, donc pour protection des ressources de l'environnement. L'exposition est le fruit d'un travail collectif mené par le Musée de la Gaspésie, inspiré par l'ouvrage de l'historien de l'Assemblée nationale, Christian Blais. Christian Blais, historien de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, va nous contacter fin 2020, début 2021, pour nous dire qu'il rédige un ouvrage sur Pierre Fortin et l'histoire du Québec maritime au 19e siècle, parce qu'en 2025, c'était le 150e anniversaire de l'élection à la présidence de l'Assemblée législative de Pierre Fortin. Donc, il va être élu en 1875, lui, président de l'Assemblée législative. Donc, pour lui, c'était un prétexte d'écrire sur le sujet et de nous avouer bien candidement qu'il aimerait faire un projet avec le Musée de la Gaspésie, puis le Musée de la mer aux Îles-de-la-Madeleine et le Musée de la Côte-Nord, donc les musées des régions qui ont été desservis par Pierre Fortin, autant à titre de commandant que de politicien. Donc, c'était une production, le maître d'œuvre de tout ça, c'était le Musée de la Gaspésie, mais en collaboration avec l'Assemblée nationale, le Musée de la Côte-Nord, puis le Musée de la mer aux Îles-de-la-Madeleine. Et d'ailleurs, dans les objets qu'on peut voir, là, il y a des objets des collections de nos 4 institutions. Donc ça, c'était vraiment aussi c'était unique en son genre. Puis c'était la première fois que l'Assemblée nationale collaborait à un projet d'exposition ou, remettait ça à une autre institution qu'eux-mêmes pour développer du contenu, pour mettre en exposition chez eux. Donc, ouais, c'est ça. C'est le Musée de la Gaspésie qui était maître d'œuvre, mais à travers une belle collaboration entre toutes ces institutions-là. Exposition itinérante, il sera possible de découvrir l'univers et les hauts faits de Pierre Fortin au Musée de la Gaspésie jusqu'en décembre 2026. Elle se déplacera par la suite sur la Côte-Nord en 2027 et terminera son périple en 2028 aux Îles-de-la-Madeleine. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télégaspé. C'est tout pour le Bulletin des régions. J'espère que cette émission vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.